Bonsoir. Ce soir, c'est Patrick Balkany, député-maire de Levallois-Perret, qui est le porte-parole de Nicolas Sarkozy. À vrai dire, ça n'est pas seulement son porte-parole, c'est un de ses plus proches amis. Il a milité avec lui depuis des années, au RPR d'abord, à l'UMP ensuite. Patrick Balkany. Patrick Balkany, bonsoir. Bonjour Michel Cotta. Alors vous êtes aujourd'hui le porte-parole de Nicolas Sarkozy, mais vous êtes aussi un de ses amis les plus proches. Et au fond, c'est à vous que j'avais envie de demander, comment est-ce que vous jugez l'évolution générale de cette campagne? C'est une question difficile. Je pensais que la campagne serait plus apaisée de la part de l'opposition. Je pensais que François Hollande avait compris que la plus mauvaise des stratégies, c'était d'attaquer sans cesse le président. Alors je sais bien que le président, à partir du moment où il devient candidat, c'est peut-être plus facile, mais finalement, l'évolution de la campagne a montré que les Français n'étaient pas très réceptifs au fait qu'on s'en prenne toujours au président de la République. Pourtant, François Hollande a choisi à un moment donné de faire une course de fond et d'avoir une image consensuelle. On a l'impression que Nicolas Sarkozy aujourd'hui est très offensif. Mais c'est le tempérament de Nicolas Sarkozy à partir du moment où il a choisi d'être candidat assez tard, mais il a toujours dit qu'à partir du moment où il rentrerait en campagne, eh bien, il serait un vrai candidat. Et vous le trouvez inchangé de ce point de vue-là? C'est un animal politique qui, en campagne, se transforme? Sans aucun doute, c'est un animal politique, c'est quelqu'un qui est toujours aussi vaillant en campagne, qui ne ménage pas sa peine. Mais bien sûr, il a évolué parce que tous les hommes évoluent d'une part de par la fonction, et puis parce qu'il a 5 ans de plus et que 5 ans, ça s'agit sur certains domaines. La réflexion est parfois plus profonde. La différence par rapport à il y a 5 ans, il y a 5 ans, il était en tête depuis le départ des sondages, depuis le départ de la campagne. Aujourd'hui, il a dû remonter un handicap. Est-ce que vous y avez cru? Est-ce que vous avez cru dès le début qu'il pourrait le faire? Oui, moi j'y ai toujours cru, j'y crois fermement, je crois fermement à sa victoire. Mais il est normal, quand vous êtes en charge des affaires de l'État pendant 5 ans, qu'il y ait forcément des mécontents, y compris dans votre camp. Car quand on est le président de la République, on est le président de tous les Français. Mais effectivement, ça peut laisser des traces dans tel ou tel électorat. Et puis en plus, bon, il a quand même été le président qui a dû affronter les crises les plus importantes que nous ayons connues depuis la guerre. Effectivement, le fait d'avoir été 5 ans président implique que dès qu'il annonce une mesure, on dise pourquoi pas avant? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette interrogation-là? Lorsqu'il était justement dans ces 5 ans, l'opposition reprochait à Nicolas Sarkozy d'en faire trop, d'annoncer trop de mesures. Le Parlement était en plein travail tous les jours. On était toujours en retard sur les lois, il fallait aller plus vite, on nous poussait, etc. Je ne vois pas comment on aurait pu faire plus de choses qu'on en a fait en 5 ans, d'autant plus qu'on a quand même traité des sujets d'une importance tout à fait capitale. La retraite, déjà, que personne n'avait voulu entreprendre, et surtout pas la gauche. La réforme des universités, ça a été très important. Et puis différentes réformes économiques, fiscales, où la gauche accuse Sarkozy d'avoir été le président des riches. Malheureusement, je dirais que c'est plutôt le contraire qui s'est passé, puisqu'on a dû augmenter des tranches d'impôts justement pour les plus riches. Si c'était à refaire, est-ce que vous referiez le bouclier fiscal? Est-ce que vous l'expliqueriez autrement?
Personnellement, j'ai toujours été contre le bouclier fiscal, mais j'étais aussi contre l'impôt contre l'ISF. Pourquoi? D'abord, pourquoi il y a eu le bouclier fiscal? Parce que le président s'était engagé à ce que personne ne paye plus de 50% d'impôts. Et il avait été élu sur cette proposition. Donc il fallait, d'une manière ou d'une autre, la respecter. Quels sont les piliers, au fond, de la campagne de Nicolas Sarkozy? En quoi a-t-il changé? Vous avez dit 5 ans, mais qu'est-ce qu'il a fait changer? En quoi a-t-il changé? Est-ce que la crise a eu sur lui une importance déterminante? Bien entendu. La crise, d'abord, moi je l'ai vue dans un travail énorme pour sauver les Français, pour sauver l'épargne des Français. Il s'est battu comme un lion pour justement que l'ensemble des pays prennent des dispositions. Et qui est-ce qui s'en est sorti le mieux en Europe et sans doute dans le monde? C'est la France. C'est la France. L'Allemagne aussi, quand même. L'Allemagne était dans une meilleure situation économique que nous. Ça, c'est un fait. L'Allemagne exporte beaucoup plus La structure des entreprises allemandes est différente. Il y a une autre différente. structure, il y a des grandes différences avec les syndicats allemands. Je comprends d'ailleurs très bien pourquoi le président souhaite qu'on prenne exemple sur l'économie allemande. Et il a raison quand il dit qu'il vaut mieux prendre exemple sur ceux qui réussissent que sur ceux qui échouent. Vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. En quoi a-t-il changé? À quoi est-il plus attentif au bout de 5 ans? À quoi la crise l'a rendu plus attentif? Forcément aux Français. Car qui est-ce qui, dans une crise, malheureusement, est le premier touché? C'est le plus faible. Et j'ai vraiment le sentiment que Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, est très attentif à chaque Français, au sort de chaque Français. Il ne veut laisser personne sur le bord de la route. Et ça, c'est important. Parlons de sécurité. On a l'impression que le thème sécuritaire a dominé la campagne de 2002, a dominé celle de 2007. Là, la sécurité a failli dominer à partir de l'affaire de Toulouse et de Montauban. Mais qu'est-ce qui s'est passé en matière de sécurité pendant 5 ans? Est-ce que ça a changé? Est-ce que la police est plus efficace, moins efficace? Écoutez, ce sont deux choses différentes entre le terrorisme d'une part et ce qu'on appelle la sécurité publique. La sécurité publique, moi je la vis comme maire tous les jours. D'abord, les faits ont diminué d'une manière... La petite criminalité. Ce qu'on appelle la petite délinquance, la délinquance de voie publique a beaucoup diminué. Beaucoup diminué. Grâce à l'effort de la police, des polices, je dirais, aussi bien de la police nationale que des polices municipales, qui se sont généralisées un petit peu partout, de la vidéoprotection. Je vous rappelle que la gauche a toujours été opposée aux caméras. Ça a quand même été d'un effet extrêmement important, d'une part dissuasif, d'autre part qui nous permettent aujourd'hui d'élucider un certain nombre de faits grâce aux caméras, d'une part, et puis les moyens qui ont été donnés à la police scientifique française. Il y a 10 ans, quand il y avait un cambriolage quelque part, eh ben, on faisait des constatations avec les inspecteurs du commissariat du coin. Aujourd'hui, c'est fini. Tout cambriolage, vous avez la police scientifique qui vient, qui relève les indices, les empreintes, etc. C'est comme ça qu'on arrive à élucider et à arrêter les coupables. Est-ce que vous pensez que tout de même l'arrestation des terroristes après l'histoire de Toulouse, enfin après la tragédie de Toulouse, est-ce que vous pensez que ça n'avait pas un petit air électoral? Alors, je crois qu'on oublie de dire une chose. La DCRI, la Direction centrale du renseignement intérieur, qui s'occupe en France de la surveillance des extrémistes de tous bords, mais des extrémistes religieux musulmans, les islamistes sont sous haute surveillance. La DCRI a depuis des années mis fin à
beaucoup de projets d'attentats sur le territoire, a arrêté beaucoup de terroristes, a expulsé, renvoyé dans leur pays des imams qui prônaient le djihad en France, et ça sans bruit. Pourquoi sans bruit? Parce qu'il n'était pas de l'intérêt de la France d'exacerber d'éventuelles vengeances de la part des islamistes qui auraient eu l'idée de déposer des bombes. Dans les derniers cas, ça n'a pas été l'impératif suivi. Eh bien, l'impératif suivi, c'est que ceux qui ont été arrêtés, M. Guéant, le ministre de l'Intérieur, a indiqué que ce n'était en aucun cas de son fait ou de la part du ministère si la presse a été mise au courant. Vous savez que dans ce genre d'opération, il n'y a pas que le ministère, il y a aussi... Il y a des journalistes. Il y a des gens qui sont fatalement au courant. Bon, c'est vrai qu'après l'affaire de Toulouse, les journalistes étaient particulièrement aux aguets sur le travail de la DCRI. On a l'impression que dans cette campagne, on parle beaucoup de permis de conduire et autres éléments mineurs de la vie politique. Est-ce que vous pensez que l'objectif numéro 1 de Nicolas Sarkozy, c'est le rétablissement des comptes en 2016? Mais c'est l'évidence même. Aujourd'hui... C'est la priorité, à votre avis? C'est la priorité. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre en 2012 comme en 2007. C'est-à-dire qu'on doit faire tous très attention, aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau des collectivités territoriales. On doit faire la chasse au gaspillage, faire attention à n'engager que des dépenses indispensables et vraiment utiles pour nos compatriotes, et surtout faire des économies sur le fonctionnement. L'investissement, c'est autre chose. L'investissement, c'est de l'emploi et c'est du bien-être pour les années à venir. Mais il faut limiter nos fonctionnaires. C'est vrai que dans toutes nos administrations, chacun s'aperçoit qu'il y a souvent du monde plus qu'il n'en faudrait. Eh bien, quand le président dit qu'il ne faut pas remplacer un fonctionnaire sur 2 qui part à la retraite, je crois qu'il a raison. Et quand le Parti socialiste et les autres partis prônent au contraire qu'on engage encore des dizaines de milliers de fonctionnaires qu'on va payer pendant 40 ans et après on va payer leur retraite, car l'État paye la retraite des fonctionnaires, je crois que c'est une mauvaise chose que de dire aux Français qu'on peut le faire, car on ne peut en aucun cas le faire, et c'est les Français qui le paieront, et qui le paieront très cher si ça devait malheureusement se passer comme ça. Comment est-ce que vous définiriez la stratégie de Nicolas Sarkozy dans cette élection? On a l'impression qu'il s'adresse aux électeurs du Front National lorsqu'il leur dit si vous votez pour Marine Le Pen, vous aiderez François Hollande, comme le Front National a aidé longtemps François Mitterrand. Et puis on a l'impression qu'il s'adresse aussi aux centristes, et y compris lorsque certains de ses proches laissent entendre que François Bayrou peut être Premier ministre. Est-ce qu'il y a une double stratégie? Michel Cotta, il n'y a qu'une stratégie pour un candidat à la présidence, et a fortiori le président sortant, c'est de s'adresser à tous les Français. Un président ne se fait pas élire uniquement par les électeurs de son parti ou du parti d'à côté. C'est vraiment une élection entre un homme et le peuple. Et vous verrez au deuxième tour, quand vous aurez sans doute François Hollande opposé à Nicolas Sarkozy, et les Français auront là 15 jours pour réfléchir. 15 jours pour réfléchir à quoi? Quel est l'homme qui peut le mieux conduire la France? Et ça, je crois que là-dessus, ils auront 15 jours pour réfléchir, mais ils auront, à mon avis, aucun doute à se faire. Il n'y a qu'un homme aujourd'hui qui est capable de conduire la France sur la bonne route et rassurer les Français, c'est Nicolas Sarkozy. Et ça, c'est possible après 5 années passées à l'Élysée, on revient à ce problème qui en est un. Au contraire, après 5 années, on peut mesurer parfois les erreurs qu'on a pu faire, et je crois qu'on ne les refait pas 2 fois. Et vous savez, il faut du temps
pour construire une politique, il faut du temps pour transformer un pays, il faut du temps pour faire les réformes. Et la pire des choses qui pourra arriver aujourd'hui, ça serait de revenir en arrière. Mais vous pensez que la stratégie vers les centristes et vers, vers les électeurs du Front National, je ne dis pas le Front National, vers les électeurs du Front National, explique la remontée par rapport au premier sondage du candidat Sarkozy? Écoutez, est-ce que vous pensez vraiment que les électeurs de Marine Le Pen ont envie de voir François Hollande président de la République? Moi, je ne le crois pas. Est-ce que vous pensez que les électeurs de Marine Le Pen ont envie de voir tous les sans-papiers régularisés, la suppression des frontières pour l'immigration, l'augmentation des fonctionnaires? Vous pensez que les électeurs de Marine Le Pen ont envie de ça? Moi, je ne le pense pas. Alors, il y a ceux qui votent directement, dès le premier tour, qui votent utile, et puis ceux qui le feront au deuxième tour. Et les centristes, ceux qui étaient vraiment attirés par la gauche, eh bien, ils sont déjà partis. La preuve, regardez les sondages de François Bayrou. Ils ont quand même fondu comme neige au soleil, et ces électeurs de gauche, eh bien, ils ont rejoint la gauche. Et quant à M. Mélenchon, eh bien, je me dis que si on devait avoir un gouvernement de gauche. C'est quand même bien votre jeu, ça, M. Mélenchon. Vous imaginez un gouvernement de gauche avec Hollande président, Mélenchon ministre, Madame Joly garde des Sceaux? Eh ben, c'est ce qui nous pend au nez si, un peu caricatural, si mais les Français. C'est de bonne guerre. Mais pas du tout. C'est pas caricatural, Madame. J'entendais encore ce matin. Madame Eva Joly déclarer tout de go qu'elle ne refuserait pas le poste de garde des Sceaux. Mais, vous savez, on lui a déjà bien échangé des circonscriptions et un paquet contre des centrales nucléaires. On peut bien aller jusqu'à lui donner un poste de garde des Sceaux. Enfin, M. Mélenchon, pour le moment, aide d'une certaine façon plus Nicolas Sarkozy qu'il n'aide François Hollande. C'est Marine Le Pen qui l'a qualifié de triple idiot. Pour aider justement Nicolas Sarkozy. Cotta, nous qui avons connu 81, je revois Georges Marchais et je revois les 4 ministres communistes qui sont rentrés au gouvernement en 1981. Eh bien, malheureusement, nous risquons de retrouver exactement la même solution si les Français n'y prennent pas garde. Souvenez-vous, tout le monde était content en 81, en 83, c'était la débâcle. Alors si c'est les Français qui veulent la débâcle, je ne le crois pas. Ils le feront, mais est-ce que vous pensez que le Parti communiste d'aujourd'hui, réduit à sa plus simple expression, même si Mélenchon est son porte-parole, est dans les mêmes conditions que le Parti communiste en 81 ? Mais il a ressuscité l'extrême gauche. Vous savez, la gauche française, c'est pas la social-démocratie qu'on a dans les pays anglo-saxons. La gauche française, il y a une partie de la gauche française qui est très marxiste, qui sont des pas le cas de François Hollande. Qui sont des anciens trotskistes. C'est pas le cas de François Hollande, sauf qu'il n'a pas de majorité à l'intérieur de la gauche et qu'il faut bien qu'il fasse avec les autres. Il est l'otage. François Hollande, s'il était élu, serait de toute manière l'otage de Mélenchon, des Verts et de la partie très à gauche du Parti socialiste. Est-ce qu'on pourrait dire que le président de la République, s'il était élu avec les voix du Front National, serait otage du Front National? Non. Non, puisqu'il n'y a pas de discussion avec le Front National. Et vous le savez très bien, on n'a jamais discuté ni avec Jean-Marie Le Pen, ni avec Marine Le Pen, ni avec le Front National. Il n'y a jamais eu d'accord avec l'extrême droite française. Jamais. Ce qui n'est pas le cas de la gauche, qui a toujours eu des accords avec les communistes et avec l'extrême gauche. Ça, c'est ce qui nous différencie. Et alors, ça me fait d'ailleurs assez sourire de voir que ces socialistes qui voudraient se montrer comme des sociaux-démocrates sont toujours alliés avec une extrême gauche révolutionnaire. Merci, M. Balkany. Merci, Michel Cotta. C'était Patrick Balkany. Demain, j'ai rendez-vous avec Pierre Moscovici, soutien du candidat François Hollande. À demain, 20h05 sur IDF1.